Certains crimes dorment pendant des décennies, ensevelis sous des montagnes de dossiers oubliés. Pendant ce temps, leurs auteurs continuent de respirer, de rire, d'aimer, de vivre, contrairement à leurs victimes. Mais parfois, la vérité finit par remonter à la surface, implacable, et celui qui pensait avoir échappé à la justice se retrouve face à son passé. L'histoire d'aujourd'hui en est la preuve. Rebecca Gould, un nom qui résonne encore dans la petite ville de Melbourne, en Arkansas. Elle est née là, le 28 avril 1982, dans un endroit où l'on comptait à peine 2000 âmes. Une ville où tout le monde connaît tout le monde. L'une des 4 filles de la famille Gould, Rebecca a grandi dans une maison marquée par le divorce de ses parents, un bouleversement qui avait laissé des cicatrices. Son père, prêt à tout pour obtenir leur garde, s'était vu refuser sa demande. Les sœurs ont donc grandi avec leur mère, mais le lien avec leur père n'a jamais été rompu. Solidaires, unies, elles veillaient les unes sur les autres. L'adolescence l'a menée dans un community college d'Arkansas, puis à Fayetteville, une ville bien plus grande, où elle poursuivait ses études tout en jonglant avec un job à temps partiel. Elle vivait avec sa sœur cadette, Danielle, sa meilleure amie, son pilier. Quelques semaines après leur installation, elles sont revenues à Melbourne pour revoir famille et amis. Ce week-end-là, Rebecca a déposé Danielle chez son petit ami, avant de rejoindre le sien, Casey, avec qui elle était en couple depuis environ 1 an. Rien d'extravagant. Casey vivait dans une caravane posée sur le terrain de ses parents. Mais ce week-end-là, tout s'est déroulé sans accroc. Une parenthèse paisible avant de retourner à la routine. Puis est venu le lundi matin, le 20 septembre 2004, une date que personne n'oublierait. Rebecca a déposé Casey à son travail, un fast-food sans histoire. Puis elle s'est arrêtée acheter un café et un sandwich avant de rentrer à la caravane. Encore fatiguée d'une nuit presque blanche, elle a décidé de s'accorder une sieste. Rien de plus anodin. Elle devait ensuite récupérer sa sœur Danielle chez son petit ami et reprendre la route pour Fayetteville. Midi approchait, l'heure du départ, mais Rebecca ne s'est jamais présentée. Au départ, Danielle n'a pas paniqué. Peut-être un contretemps, un changement de programme de dernière minute. Elle est donc rentrée seule chez leurs parents, rassemblant quelques affaires avant de se coucher. Mais le matin, toujours aucun signe de Rebecca. Cette fois, l'inquiétude s'est insinuée, sourde, tenace. Un coup de fil a cassé. Une question, une attente. Mais à l'autre bout du fil, la réponse a frappé comme une gifle. Il n'avait pas dormi dans sa caravane. Il pensait, lui aussi, que Rebecca était déjà rentrée chez elle. Alors Daniel a cherché. Amis, connaissances, tous ont répondu la même chose. Personne ne l'avait vue. Le silence devenait insoutenable. 24 heures après sa disparition, Daniel a contacté le bureau du shérif. Sa voix tremblait à peine lorsqu'elle a expliqué que Rebecca s'était volatilisée. La police, intriguée, n'a pas attendu. Ils ont interrogé Daniel, cherché le moindre indice, puis ils ont décidé de parler à la dernière personne qui avait vu Rebecca en vie. La dernière personne avant qu'elle ne disparaisse. Les policiers se sont rendus sur le lieu de travail du petit ami de la disparue, Casey, puisqu'il était la dernière personne à avoir été vue avec elle. Cependant, le jeune homme a expliqué aux enquêteurs qu'il avait passé la nuit chez un ami avant de se rendre directement au travail. Il savait que Rebecca devait repartir avec sa sœur et ne s'attendait donc pas à son retour. Mais ce détail a éveillé la méfiance des détectives. Casey possédait un chien, et il semblait étrange qu'il l'ait laissé seul aussi longtemps. Certes, quelqu'un sur la propriété de son père aurait pu s'en occuper, mais cela restait inhabituel. Faute de preuves concrètes, la police n'avait aucune raison de le placer en garde à vue. Toutefois, les enquêteurs ont demandé à fouiller le mobile home de Casey. Avec son accord, ils se sont rendus sur place. Et ce qu'ils y ont découvert allait tout changer. Dès leur arrivée, un détail a immédiatement attiré leur attention. La voiture de Rebecca était toujours garée à proximité. À l'intérieur du mobile home, une odeur âcre de javel flottait dans l'air. Tout était en place. Le sac à main de Rebecca, son argent, son téléphone, même son petit déjeuner qu'elle avait acheté ce matin-là, son café et son sandwich, restaient intacts comme si elle ne l'avait jamais touché. Plus troublant encore, son chien, un Spitz nain, était là. Rebecca n'aurait jamais laissé son animal seul aussi longtemps. En fouillant la chambre,
Les policiers ont remarqué que les draps étaient en désordre. La housse de couette avait été arrachée et se trouvait dans la machine à laver avec des traces de sang. À côté du lit, une bouteille d'eau de Javel traînait. Lorsqu'ils ont soulevé le matelas, ils ont découvert de grandes taches rouges encore fraîches. Quelqu'un avait visiblement retourné le matelas pour masquer ces traces. Les analyses ont confirmé leur pire crainte. Le sang retrouvé sur la literie appartenait bien à Rebecca. Casey est devenu le principal suspect. Aux yeux des enquêteurs, il n'était pas seulement impliqué dans la disparition de la jeune femme, mais probablement aussi dans sa mort, au vu de la quantité de sang retrouvé dans le mobile home. Mais alors que tout semblait l'accuser, un élément est venu semer le doute. Plusieurs collègues et supérieurs de Casey ont affirmé que Rebecca l'avait bien déposée au travail ce matin-là, aux alentours de 8 heures. Elle était en bonne santé, sans aucune blessure visible, et était repartie seule. Casey, lui, avait travaillé jusqu'à 16h30, avant d'être récupéré par des amis. Plusieurs témoins ont confirmé ce détail. Après le travail, il était allé au cinéma avec ses mêmes amis, puis avait passé la nuit chez l'un d'eux. Exténué, il s'était couché et ne s'était réveillé que le lendemain matin, le 21 septembre, avant de se rendre directement au restaurant où il travaillait. Son alibi était solide. Il était donc impossible qu'il ait commis un meurtre dans ce laps de temps. Mais la police ne l'a pas écarté pour autant. Les enquêteurs étaient convaincus qu'une pièce du puzzle leur échappait encore. En fouillant plus en détail la caravane, ils ont remarqué qu'une seule chose manquait parmi les affaires de Rebecca, sa grande valise de voyage. Et si celle-ci avait été utilisée pour transporter son corps? Autre détail troublant, le piano du mobile home. Il lui manquait un pied. Casey a expliqué que cette pièce était fragile et tombait régulièrement si on la touchait. Mais les enquêteurs, eux, n'ont pas pu s'empêcher de se demander « Et si cet élément du piano n'était pas seulement cassé, mais avait été utilisé comme une arme du crime ?» Mais Casey ne savait pas où se trouvait cette fameuse pièce du piano. Il supposait qu'elle avait roulé quelque part sous un meuble ou avait disparu depuis longtemps. Parmi les nombreuses théories ayant émergé après la disparition de Rebecca, il y en a une qui a rapidement fait surface. Et si elle était simplement partie de son plein gré? Certains ont même murmuré qu'elle aurait pu s'enfuir avec son ex-petit ami, un certain Justin. Les enquêteurs ont rapidement retrouvé ce dernier pour l'interroger, mais il a nié tout contact récent avec la jeune femme. Selon lui, ils ne s'étaient pas revus depuis longtemps et n'avaient plus de relation. Les recherches se sont intensifiées et, après une semaine d'angoisse, la police a reçu une terrible nouvelle. Le 27 septembre 2004, le corps de Rebecca, âgée de 22 ans, a été retrouvé dans un ravin, non loin d'une route. Le terrain accidenté formait une sorte de cuvette où un passant a fait la macabre découverte. La jeune femme ne portait qu'un t-shirt et des sous-vêtements. L'autopsie a révélé qu'elle était morte depuis environ une semaine, ce qui signifiait que le meurtrier l'avait éliminée le lundi 20 septembre, peu après qu'elle ait déposé Casey à son travail. La cause du décès? 2 violents coups portés à la tête avec un objet contondant. Le premier avait brisé son nez, tandis que le second, fatal, lui avait fracassé le crâne. Son corps était couvert d'ecchymoses, preuve qu'elle avait été violemment battue. Mais un détail a particulièrement attiré l'attention des experts. Les blessures à la tête correspondaient parfaitement à la forme du pied de piano manquant, celui qui n'avait jamais été retrouvé dans la caravane de Casey. L'arme du crime semblait toute désignée, mais elle restait introuvable. Autre élément troublant, aucune blessure de défense. Rebecca n'avait pas essayé de se protéger. Cela laissait entendre qu'elle avait été attaquée par quelqu'un en qui elle avait confiance, ou qu'elle avait été prise totalement par surprise. Les enquêteurs ont également constaté qu'il n'y avait aucun signe d'agression sexuelle. Le mobile du crime n'était donc probablement pas un V. Mais un autre détail inquiétant est apparu. Rebecca avait l'hyoïde brisé, un os situé dans la gorge, ce qui indiquait qu'elle avait été étouffée avec une force considérable, probablement sur une longue durée. Avec cette nouvelle découverte, la police a immédiatement recentré son enquête sur Casey. Plusieurs témoins ont affirmé que Rebecca voulait le quitter. Elle le considérait comme la source de la plupart de ses problèmes relationnels. Possessif et jaloux, il supportait mal son déménagement pour les études. Leur relation battait de l'aile depuis un moment, mais malgré les soupçons croissants, Casey avait un alibi en béton. Chaque étape de son emploi du temps était confirmée.
Il avait été vu au travail par ses collègues, il était ensuite sorti avec des amis, des tickets de cinéma et des reçus de paiement attestaient de ses déplacements. Et le lendemain matin, il était bien retourné au travail et y avait passé toute la journée. Les enquêteurs ont même envisagé qu'il ait pu s'absenter discrètement de son poste pour commettre le crime. Mais l'idée a vite été écartée. Casey travaillait dans un fast-food entouré de clients et de collègues. Toute absence aurait immédiatement été remarquée. Un dernier doute subsistait. Et si le meurtre avait eu lieu non pas le lundi matin, mais dans la nuit de dimanche à lundi, lorsque Casey n'avait pas encore d'alibi. Mais encore une fois, un problème de taille persistait. Des témoins avaient vu Rebecca déposer Casey à son travail le lundi matin, bien vivante. De plus, après avoir déposé Casey à son travail, Rebecca s'était arrêtée dans un magasin pour acheter son petit déjeuner. Là encore, elle avait été aperçue par un employé qui se souvenait l'avoir vue acheter un cappuccino et un sandwich. Plus tard, ces mêmes articles avaient été retrouvés intacts dans la caravane de Casey, confirmant ainsi que l'employé ne s'était pas trompé. Cette découverte a rapidement permis d'écarter l'hypothèse d'un meurtre commis la veille, dans la nuit de dimanche à lundi. Tout indiquait que Rebecca était bien retournée à la caravane et que l'attaque avait eu lieu à l'intérieur ou à proximité immédiate du mobile home. Ses affaires étaient toujours sur place et aucun signe de lutte ne laissait penser qu'elle avait tenté de fuir. Mais un détail troublait les enquêteurs. Il n'y avait aucune trace d'effraction. Cela signifiait soit que Rebecca connaissait son agresseur et lui avait ouvert la porte de son plein gré, soit que la porte était simplement restée déverrouillée. Avec Casey comme principal suspect, la police s'est ensuite tournée vers les autres membres de sa famille. Tous vivaient sur la propriété où était installé le mobile home et auraient donc pu avoir un accès direct au logement du jeune homme. Mais cette piste s'est vite refermée. Le père de Casey, chauffeur routier, était en déplacement à ce moment-là, effectuant un trajet longue distance. Ses frères, eux aussi, avaient des alibis solides et vérifiables. Aucun des membres de la famille vivant sur la propriété ne semblait impliqué dans le meurtre de Rebecca. Malgré cela, les enquêteurs ont continué d'interroger Casey dans l'espoir d'obtenir de nouveaux indices sur les derniers jours de Rebecca. C'est alors qu'il a mentionné avoir vu son cousin, William Miller, un homme de 27 ans, le dimanche soir précédant la disparition. Selon Casey, William était simplement passé en voiture et s'était arrêté quelques minutes pour discuter avant de repartir. Ce détail a retenu l'attention des policiers. Tout laissait penser que Rebecca connaissait son assassin. Et en élargissant le cercle des suspects, tout devenait possible. William Miller était venu en ville pour aider sa mère à rentrer du Texas. Il était donc bien présent dans la région au moment de la disparition de Rebecca, ce qui le plaçait dans une position suspecte. Avait-il un mobile? Les enquêteurs l'ont convoqué et interrogé. Mais ils n'ont rien pu tirer de lui. William a confirmé avoir parlé brièvement à Casey ce soir-là, puis il avait quitté les lieux sans jamais revoir Rebecca. Rien ne permettait de l'impliquer dans l'affaire. Une autre piste a ensuite émergé, une certaine Jennifer Turner. Elle nourrissait une rancune tenace envers Rebecca à cause d'un ex-petit ami qu'elles avaient en commun, Justin. Un mobile sentimental pouvait-il être à l'origine du meurtre? Mais là encore, la police n'a trouvé aucune preuve contre elle. Jennifer disposait d'un alibi inattaquable au moment du crime. En poursuivant leur enquête sur les derniers jours de Rebecca, les policiers ont également appris qu'elle avait récemment eu affaire à un certain Yates. Ce n'était pas son petit ami, mais il lui avait vendu une assiette et elle lui devait encore 20 $. Une dette minime, certes, mais suffisante pour envisager un mobile financier. Lorsque les enquêteurs ont interrogé Yates, il s'est montré coopératif et n'a montré aucun signe de nervosité. Il a catégoriquement nié toute implication dans la disparition de Rebecca, expliquant qu'il n'aurait jamais ôté la vie à une jeune femme, encore moins pour une somme aussi dérisoire. Pour confirmer son innocence, il a même accepté de passer un test au détecteur de mensonges, qu'il a réussi haut la main. Les policiers l'ont donc écarté de la liste des suspects. Puis un autre nom a émergé, Chris Cantrell. Plusieurs témoins ont affirmé qu'il s'était vanté d'avoir ôté la vie à une jeune étudiante, une déclaration qui a immédiatement attiré l'attention des enquêteurs. Chris a été convoqué et placé en garde à vue pour interrogatoire. Pourtant, face aux policiers, il a nié en bloc. Pire encore, lorsque les enquêteurs ont tenté de retrouver les témoins de ses prétendus aveux, ils ont été confrontés à des déclarations contradictoires et impossibles à vérifier.
Sans preuve tangible, ils n'ont eu d'autre choix que de le relâcher. De plus, lui aussi avait un alibi qui semblait tenir la route. Une fois de plus, l'enquête piétinait. Tous les suspects potentiels se retrouvaient innocentés les uns après les autres, et l'assassin de Rebecca courait toujours. Après cet épisode, l'enquête est entrée dans une impasse. Malgré l'indignation du public et la pression constante des proches de la victime, le dossier est resté figé pendant plusieurs années. Durant tout ce temps, les parents de Rebecca n'ont jamais cessé de réclamer justice. À plusieurs reprises, ils ont demandé aux autorités d'accéder aux documents liés à l'affaire, mais leurs requêtes ont systématiquement été refusées. Déterminés à ne pas abandonner, ils ont même engagé un détective privé. Malheureusement, ce dernier n'a rien pu découvrir de plus que ce que la police savait déjà. Une récompense de 25 000 $ a également été offerte pour toute information pouvant mener au coupable. Mais malgré cette somme, personne ne s'est manifesté avec des preuves concrètes. L'enquête semblait définitivement enterrée. Ce n'est qu'à la fin des années 2010 qu'un tournant inattendu a eu lieu. Plusieurs podcasts criminels se sont emparés de l'affaire Rebecca Gould, donnant un nouveau souffle à l'enquête médiatique. En 2018, un podcast en particulier a attiré l'attention. L'animatrice, originaire de la région, a invité à témoigner les proches et amis de Rebecca, qui ont partagé leurs théories et souvenirs de l'époque du drame. Et c'est au cours de l'une de ces discussions qu'un témoin a fait une déclaration troublante. Il prétendait avoir entendu Casey se vanter du meurtre de Rebecca. D'après son témoignage, ils avaient travaillé ensemble il y a des années, et un soir où Casey était ivre, il aurait avoué être l'auteur du crime. Mais cette déclaration posait problème. D'abord, le prétendu aveu remontait à 8 ans plus tôt et avait eu lieu sous l'effet de l'alcool, tant pour Casey que pour le témoin. Ensuite, ce dernier n'avait jamais jugé utile de rapporter cette confession à la police à l'époque. Pourquoi parlait-il maintenant? D'autres éléments ont aussi semé le doute quant à la crédibilité du témoin. Il s'est avéré qu'il avait des raisons personnelles de vouloir nuire à Casey. Ce dernier aurait entretenu une liaison avec sa femme. Ce témoignage n'était-il qu'un moyen de se venger? Malgré ces incertitudes, cette nouvelle révélation a relancé l'affaire. Les enquêteurs ont décidé de reprendre l'enquête en profondeur. En 2020, un nouvel agent spécial de la police de l'Arkansas a été désigné pour rouvrir l'affaire Rebecca Gould. Il a décidé de tout reprendre depuis le début. Dès les premières étapes, il a procédé à des interrogatoires approfondis de toutes les personnes qui avaient été impliquées ou mentionnées dans l'enquête initiale. Mais à mesure qu'il avançait, il n'obtenait qu'une chose, la confirmation des anciens alibis. Sauf pour une seule personne. Le seul individu qui avait été présent dans le mobile home de Casey peu avant la mort de Rebecca et qui ne disposait d'aucun alibi solide était son cousin, William Miller. En 2004, la police l'avait brièvement interrogé et il avait nié toute implication dans la disparition et le meurtre de Rebecca. Mais après cela, plus personne ne s'était intéressé à lui. Et en creusant son parcours depuis cette époque, les enquêteurs ont découvert quelque chose d'intriguant. Au fil des ans, William avait complètement refait sa vie. Il avait divorcé de sa femme et s'était installé à l'autre bout du monde, aux Philippines. Là-bas, il s'était remarié et avait fondé une nouvelle famille. Il était devenu père de 2 enfants et possédait une grande ferme de 12 hectares. Sa famille y élevait des animaux et entretenait des plantations qui leur permettaient de subsister. Son fils aîné parlait couramment anglais, tandis que sa fille cadette ne connaissait que quelques mots, étant principalement exposée à la langue bisaya, parlée localement. Mais William Miller ne se consacrait pas seulement à l'agriculture. Il travaillait également dans l'industrie pétrolière et enseignait dans une école en Guinée équatoriale. Les enquêteurs ont commencé à soupçonner que la vie de William à l'étranger n'était peut-être pas seulement une question de hasard, mais une tentative d'éviter des obligations fiscales. Bien qu'il ait travaillé pour une entreprise nord-américaine, son statut d'expatrié lui permettait d'échapper à l'impôt sur le revenu américain. Ainsi, William naviguait constamment entre les Philippines, l'Afrique de l'Ouest et les États-Unis. Il revenait dans son pays natal pour voir sa famille, se soigner et, à l'occasion, faire des apparitions au bureau de la compagnie pétrolière pour laquelle il travaillait. Le nouvel enquêteur en charge de l'affaire était déterminé à retrouver cet homme, dont le comportement semblait de plus en plus suspect. Mais la tâche n'était pas aisée. Du fait de ses déplacements fréquents,
William était difficile à localiser. L'attente fut longue, mais l'instinct du détective lui soufflait que le cousin de Casey en savait plus sur le meurtre de 2004 qu'il ne l'avait laissé entendre. Dès 2019, plusieurs journalistes avaient créé un groupe sur les réseaux sociaux dédié à l'affaire non résolue de Rebecca Gould. Ce groupe était modeste, suivi par un nombre limité de personnes réellement impliquées dans la quête de vérité. Et à la surprise générale, William Miller s'y était inscrit presque immédiatement. À ce moment-là, il ne savait pas qu'il était sous surveillance et que son nom figurait sur la liste des suspects de la police. Aucun podcast n'avait encore mentionné son implication, et personne ne le considérait comme un élément clé de l'affaire. Jusqu'à présent, William était une figure oubliée, un cousin éloigné de Casey que personne ne connaissait vraiment. Mais les enquêteurs, eux, n'avaient jamais cessé de le considérer avec méfiance. Il était en ville au moment du crime, il avait accès au mobile home de Casey et, surtout, il avait quitté le pays peu de temps après. Lorsqu'il a rejoint le groupe en ligne, il a immédiatement attiré l'attention des autres membres. D'abord parce que très peu de personnes extérieures connaissaient ce crime en détail. Comment un homme vivant à des milliers de kilomètres aux Philippines pouvait-il être autant intéressé par une affaire vieille de plus de 15 ans? Mais ce qui a vraiment éveillé les soupçons, c'est que William semblait en savoir beaucoup trop. Il était obsédé par l'affaire, postant régulièrement des commentaires sur les circonstances de la mort de Rebecca. Il partageait des coupures de journaux, des extraits de témoignages, des détails qui n'avaient jamais été rendus publics. Les membres du groupe, pourtant bien informés, ont été stupéfaits. Comment William pouvait-il détenir ces informations? Pire encore, il a évoqué des faits troublants. Il savait précisément où le corps de Rebecca avait été retrouvé. Il avançait des théories détaillées sur l'implication des voisins de Casey, tentant d'orienter les soupçons ailleurs. Ces messages ont semé l'inquiétude parmi les membres du groupe, jusqu'au jour où une femme passionnée de généalogie a fait une découverte inquiétante. En analysant ses liens familiaux, elle a révélé aux autres membres du groupe que William Miller n'était pas un simple inconnu, mais bien le cousin de Casey. Cette révélation a immédiatement mis tout le monde en alerte. Si William Miller avait quelque chose à voir avec le meurtre, pourquoi prenait-il autant de risques en participant à des discussions publiques sur l'affaire? Était-ce de la simple curiosité ou bien la manifestation d'une culpabilité refoulée? Après avoir réfléchi à tout cela, les membres du groupe sur les réseaux sociaux ont décidé de transmettre leurs découvertes à la police de l'Arkansas. Les enquêteurs ont trouvé ces informations particulièrement intrigantes. Le fait que William ait rejoint le groupe et discuté de l'affaire avec autant de passion rappelait le comportement d'un criminel surveillant l'évolution de l'enquête tout en tentant de détourner les soupçons. Mais il y avait un problème de taille. William était à l'étranger. L'interroger était impossible tant qu'il restait aux Philippines. Bien que les États-Unis aient un traité d'extradition avec les Philippines, un simple soupçon ne suffisait pas pour obtenir son arrestation. Il fallait attendre qu'il revienne sur le sol américain. Pour ne pas manquer cette opportunité, la police a averti les services de douane des États-Unis. Son passeport a été ajouté à une base de données de surveillance. Dès qu'il entrerait sur le territoire, une alerte serait automatiquement envoyée aux forces de l'ordre. Et c'est exactement ce qui s'est produit. En octobre 2020, William est revenu aux États-Unis. Il s'est rendu dans l'Oregon pour rendre visite à sa famille, qui vivait désormais là-bas. Dès que les enquêteurs ont appris son retour, ils ont contacté sa mère. Mais contre toute attente, elle leur a affirmé que William n'avait pas mis les pieds aux États-Unis depuis plus d'1 an. Or, les autorités savaient pertinemment qu'elle mentait. Interrogée plus tard sur cette fausse déclaration, la mère de William a tenté de se justifier. Elle croyait que les appelants étaient des individus mal intentionnés cherchant à nuire à son fils, et non de vrais policiers. Les enquêteurs n'ont pas insisté sur ce point. Ce qui comptait, c'était qu'ils savaient où se trouvait William. Un rendez-vous a été fixé au poste de police pour le 7 novembre 2020. À la grande surprise des détectives, William s'est présenté de lui-même. Dès le début de l'entretien, il s'est montré coopératif. Il a affirmé qu'il était prêt à répondre à toutes les questions et à fournir toute information nécessaire. « Je n'ai rien à cacher », a-t-il assuré. Bien qu'il soit le principal suspect, les enquêteurs ont choisi de ne pas le confronter directement à cette réalité. L'entretien a commencé de manière détendue, avec des questions anodines, pour mettre William en confiance.
Les enquêteurs l'ont d'abord interrogé sur sa vie actuelle et ses nombreux voyages à l'étranger. William a expliqué qu'il menait une vie trépidante, jonglant entre son travail dans l'industrie pétrolière et son exploitation agricole aux Philippines. Peu à peu, il s'est détendu. Puis, les policiers ont recentré la conversation sur son passé. Ils lui ont demandé où il se trouvait en septembre 2004, lors du meurtre de Rebecca Gould. William a répondu qu'à cette époque, il travaillait en cycle 7 sur 7, alternant une semaine de travail de 10 à 12 heures par jour, suivie d'une semaine de repos. Il a précisé que sa mère avait déménagé du Texas vers l'Arkansas peu avant la mort de Rebecca et qu'il était revenu en ville pour l'aider dans ce processus. Ce détail intriguait déjà la police. Il était donc bien dans la région au moment du meurtre. Lentement, les détectives l'ont amené à parler de ses liens avec Casey. William a reconnu qu'il n'était pas très proche de ses cousins, mais qu'ils se voyaient de temps à autre. Il a affirmé être allé plusieurs fois dans le mobile home de Casey, sans toutefois préciser de date précise. Les enquêteurs ont alors voulu en savoir plus sur son passage en ville en septembre 2004. William a confirmé qu'il avait bien vu Casey ce week-end-là et qu'il séjournait chez sa mère. Selon lui, il ne parlait pas beaucoup à son cousin, car ce dernier était souvent pris par son travail. Mais un élément particulier a attiré l'attention des enquêteurs. William a mentionné une dispute entre Casey et Rebecca ce week-end-là. Or, personne d'autre n'avait jamais parlé d'une dispute ce soir-là. Tous les proches du couple avaient au contraire affirmé que Rebecca et Casey ne s'étaient pas disputés ce soir-là. William venait-il de laisser échapper une information qu'il n'était pas censé savoir? Lorsque les policiers ont cherché à clarifier ses visites dans le mobile home de Casey, William a fini par admettre qu'il y était allé à plusieurs reprises. Mais il ne mentionnait jamais la date du 19 septembre 2004. Et pourtant, les enquêteurs savaient déjà qu'il s'était rendu là-bas ce jour-là. Ils ne lui ont pas dit qu'ils le savaient. Ils ont préféré attendre, le laissant parler, tentant de l'amener à s'emmêler dans ses propres mensonges. William ignorait qu'il était désormais acculé. Les détectives sentaient qu'il était tout près de se trahir. Au fur et à mesure que l'interrogatoire se poursuivait, les enquêteurs ont commencé à cerner William et à l'amener à se contredire. Il a affirmé qu'il était arrivé en Arkansas le dimanche soir 19 septembre, lorsque la nuit commençait à tomber et qu'il avait passé la soirée chez sa mère. Le lendemain, il a conduit son frère cadet à l'école et, avec sa mère, a passé la journée à préparer le déménagement. Il a expliqué avoir loué plusieurs camions de déménagement le mardi suivant. Mais ce qu'il n'a jamais mentionné, c'est qu'il avait vu Casey et Rebecca ce même dimanche. Les détectives ont alors confronté William à l'information qu'il détenait, à savoir qu'il avait bien été en contact avec Casey le 19 septembre 2004. William a commencé à se défendre, prétendant qu'il ne se souvenait pas avec précision et que cette rencontre s'était probablement déroulée à un autre moment. Les enquêteurs ont maintenu une atmosphère détendue et pour tester sa réaction, ils ont demandé à William de fournir un échantillon de son ADN. Il a immédiatement refusé, en expliquant que son ADN pourrait être retrouvé sur des meubles ou des objets dans le mobile home de Casey. Les détectives lui ont expliqué qu'ils ne cherchaient pas son ADN sur ces objets, mais sur les preuves retrouvées sur le lieu du crime, mais William n'acceptait toujours pas de donner son consentement. En réalité, aucun ADN du meurtrier n'avait été trouvé sur les lieux du crime, mais les enquêteurs voulaient uniquement observer la réaction du suspect. Cependant, William a accepté de passer un test polygraphique. Dès le début, il est apparu nerveux. Il a expliqué que les médicaments qu'il prenait affectant sa tension artérielle pouvaient altérer la précision du test. Les enquêteurs lui ont assuré que ces médicaments n'influenceraient pas les résultats du polygraphe. Malgré cela, il a échoué à l'examen, ce qui a encore renforcé les soupçons des policiers. Pour tenter de percer sa carapace, les enquêteurs ont décidé de jouer la même carte qu'ils avaient utilisée dans les premiers jours de l'enquête, lorsqu'ils avaient tenté de faire avouer Casey. À l'époque, ils avaient pris des photos de son véhicule et l'avaient convaincu que du sang de Rebecca avait été retrouvé sur la pédale de gaz. Bien que ce soit une tactique mensongère pour tenter de faire réagir un suspect, cela n'avait pas fonctionné avec Casey qui avait nié en bloc. Mais avec William, l'effet a été immédiat. Les policiers ont pris une photo de son ancien pick-up et lui ont fait croire que du sang de Rebecca avait été retrouvé sur la pédale de son véhicule. Dès qu'il a cru à cette fausse information, William a immédiatement commencé à bégayer, à se troubler.
et son histoire a changé du tout au tout. Il a expliqué qu'il avait vu un homme étrange, un jeune homme inconnu, arriver en voiture blanche et se garer près du porche arrière de la maison. Selon lui, il avait vu ce suspect partir précipitamment du lieu du crime seul et avait cru que la caravane de Casey avait été cambriolée. Lorsqu'il est entré dans le mobile home pour vérifier, il a affirmé avoir découvert du sang sur la literie et a spéculé que Rebecca avait été enlevée et éliminée après cet incident. Cependant, il était évident que sa version des faits n'était pas crédible. Il avait dit que l'agresseur était parti seul, ce qui contredisait sa propre histoire. De plus, s'il avait vu tout cela 16 ans après, pourquoi ne l'avait-il pas mentionné plus tôt? Les enquêteurs ont immédiatement compris qu'il venait de se trahir lui-même. Lorsqu'il a été pris en flagrant délit de mensonge, William a finalement cédé et a décidé de confesser son crime. Selon lui, le lundi matin, il s'est rendu dans les bois derrière la maison de son grand-père pour chasser les cerfs. Sur le chemin, il a frappé à la porte du mobile home où se trouvait Rebecca et lui a demandé à utiliser le téléphone. Sans se douter de rien, la jeune femme l'a laissé entrer. Mais cette invitation était un piège. William ne cherchait en réalité pas à utiliser un téléphone. Il avait des intentions beaucoup plus sombres. Il voulait chasser une proie plus intéressante, Rebecca. William a expliqué qu'il avait été nerveux et en faisant un mouvement brusque, il a accidentellement cassé un pied de piano, ce qui a provoqué une chute bruyante. Cette erreur l'a encore plus perturbé. Il s'est alors précipité sur Rebecca, l'a attrapée et l'a battue violemment jusqu'à ce qu'elle soit presque inconsciente. Puis, dans un accès de rage incontrôlé, il l'a asphyxiée avec un foulard pour s'assurer de sa mort. Une fois la jeune femme morte, il a soigneusement emballé son corps dans une valise, nettoyé le mobile home et a rassemblé les draps ensanglantés. Il a envoyé une partie au lavage, retourné le matelas et s'est débarrassé de la valise contenant le corps. Il a transporté le cadavre sur son pick-up et l'a jeté dans un ravin. Le plus étrange dans cette partie de son récit, c'est qu'en chemin, il est même passé devant le poste de police, sans crainte d'être vu ou arrêté. Il a agi comme si rien ne pourrait l'arrêter. Après avoir jeté le corps, il s'est débarrassé du pied de piano cassé et de la valise. Puis il est retourné chez sa mère et a repris sa vie normalement, comme si de rien n'était, sans que sa mère ne remarque son absence. Il a continué à aider à préparer le déménagement, comme prévu. Cependant, malgré son récit détaillé, il restait une question sans réponse, le véritable mobile de ce meurtre. William a affirmé qu'il n'avait pas de raison spécifique pour éliminer Rebecca. Il a nié avoir eu l'intention d'abuser d'elle et a précisé que rien dans son comportement n'avait justifié de telles violences. Il a expliqué que c'était simplement un acte d'agression aveugle qu'il n'avait pas pu contrôler. Rebecca ne l'avait pas insulté. Elle n'avait rien fait de particulier pour mériter son acte. Il avait juste voulu verser du sang. Les enquêteurs ont trouvé particulièrement étrange que William n'ait pas fui aux Philippines dès qu'il est rentré aux États-Unis. Après tout, ses déplacements constants entre l'Amérique et les Philippines lui auraient permis d'échapper à toute enquête. Pourquoi se présenter au poste de police et risquer d'être interpellé? William a expliqué qu'après tant d'années à mentir, il était convaincu qu'il ne serait jamais pris. Il pensait que personne ne pourrait jamais prouver sa culpabilité. C'est pourquoi il s'était rendu au poste de police sans aucune crainte, pensant pouvoir se débarrasser des soupçons et continuer à vivre sa vie tranquillement. Mais les enquêteurs ont alors décidé de pousser l'enquête encore plus loin. Ils avaient l'intuition que William agissait de manière trop méthodique, trop consciente de ses actions. Il était possible que ce meurtre ne soit pas un incident isolé, mais qu'il ait commis d'autres crimes similaires. Les policiers ont alors annoncé à William qu'ils savaient qu'il était lié à d'autres meurtres. Cette information a visiblement perturbé William, qui a réagi immédiatement. À la surprise des enquêteurs, William a avoué qu'il était en réalité un tueur en série. Il a raconté qu'il avait éliminé sa première victime à l'âge de 20 ans et qu'il avait continué à éliminer des femmes tout au long de sa vie. Il a expliqué qu'il ciblait des jeunes blondes, petites et séduisantes, car il était obsédé par les blondes. Selon lui, ces meurtres étaient des actes de contrôle. Les policiers ont demandé à William de désigner les lieux où se trouvaient d'autres corps de ses victimes. Sur une carte, il a indiqué 6 sites où il devrait chercher. Il a expliqué que 4 d'entre elles étaient des prostituées, tandis que 2 autres avaient été choisies au hasard. La confession de William a bouleversé les enquêteurs. Il n'était plus seulement un tueur isolé.
Il était un prédateur méthodique, dont les crimes semblaient avoir été commis sur une période de plusieurs années. Plus tard, le FBI a affirmé qu'il pourrait y avoir eu 5 autres femmes éliminées dans des circonstances similaires, bien que leur disparition n'ait pas été aussi médiatisée. Selon William, il n'a jamais abusé de ses victimes et choisissait principalement des travailleuses du sexe, car il savait qu'elles seraient facilement attirées dans un piège et qu'aucune personne ne se soucierait réellement de leur disparition. Il a expliqué qu'il attendait que ses victimes se déshabillent avant de les attaquer par derrière. Il a cependant refusé de donner davantage de détails sur les autres victimes. Bien qu'il ait pu désigner des zones approximatives où les corps étaient enterrés, ainsi que les méthodes de meurtre, les recherches n'ont rien donné. Les enquêteurs n'ont jamais pu identifier les victimes ni prouver qu'elles étaient bien celles qu'il décrivait. William a également déclaré ne pas connaître personnellement ces femmes et ne pouvait pas en citer les noms. Les enquêteurs ont pu prouver sa culpabilité uniquement dans le meurtre de Rebecca. Il a donné de nombreux détails que seule la personne ayant commis le crime aurait pu connaître. Par exemple, il a révélé qu'il avait donné 2 coups à la tête de Rebecca. Il a également mentionné le lieu précis où le corps de la jeune femme a été retrouvé et a indiqué l'emplacement du pied de piano cassé. Toutefois, ce dernier n'a jamais été retrouvé. Finalement, le tueur en série de 44 ans a avoué son implication uniquement dans le meurtre de Rebecca. En novembre 2022, dans le cadre d'un accord avec l'accusation, William a été condamné à 40 ans de prison. Il pourra demander une libération conditionnelle en 2048 lorsqu'il aura 72 ans. Cependant, il reste toujours une possibilité que son implication dans d'autres meurtres soit prouvée et que d'autres victimes soient identifiées à l'avenir. Si cette histoire vous a interpellé, partagez vos impressions en commentaire. Aimez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante. Et surtout, activez la cloche pour ne rater aucun contenu. Merci d'avoir regardé.